Sa découverte capitale a donné à l'humanité le pouvoir de découper la matière avec des faisceaux de lumière, révolutionnant tout, de la chirurgie oculaire à la physique fondamentale. Pendant des décennies, cette découverte qui a changé le monde, issue de sa thèse de doctorat, est restée un chef-d'œuvre méconnu dans les annales de la science. Puis, un petit matin, un appel téléphonique de Stockholm a brisé le silence. Le monde a découvert avec stupéfaction que la lauréate n'était pas une sommité reconnue dans son domaine, mais une professeure agrégée qui avait simplement poursuivi son travail dans une relative obscurité. Elle n'est devenue que la troisième femme en plus d'un siècle à recevoir la plus haute distinction en physique, un témoignage d'une révolution qui se cachait aux yeux de tous. N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Soutiens le contenu qui t'intéresse, il y en aura plus. Donna Strickland est née en 1959 à Guelph, en Ontario au Canada, d'une professeure d'anglais et d'un ingénieur électricien. Son enfance ne fut pas celle d'un génie surnaturel ou d'expériences révolutionnaires dans le garage familial, c'était plutôt une éducation typiquement canadienne ancrée dans la curiosité tranquille et constante qui allait plus tard définir sa carrière. Dans le foyer des Strickland, il y avait deux manières fondamentales de comprendre le monde et Donna les a toutes deux absorbées. De sa mère, Edith, professeure d'anglais, elle a appris le pouvoir du langage, l'importance d'une communication claire et la manière de structurer un récit. Cette compétence, la capacité d'expliquer des idées complexes avec clarté et précision, s'avérerait tout aussi cruciale que n'importe quelle formule mathématique dans son avenir. C'était une fondation bâtie sur les mots, sur l'art de rendre l'incompréhensible compréhensible. Son père, Lloyd, était ingénieur électricien, un homme qui voyait le monde comme une série de problèmes fascinants attendant d'être résolus. Il ne se contentait pas de réparer les choses dans la maison, il les expliquait. Il a nourri chez sa fille un état d'esprit enraciné dans les principes de base, une approche pratique de la science qui commençait par la question « Comment cela fonctionne-t-il vraiment ?» On ne lui disait pas seulement que la lumière était faite de couleurs, elle le voyait tenir un prisme décomposant un rayon de soleil en un spectre vibrant sur le mur du salon. Il ne disait pas seulement qu'un moteur fonctionne à l'électricité, il expliquait la danse des aimants et des bobines. Ce n'était pas une éducation formelle à la table de la cuisine, mais une infusion continue et douce d'un esprit pratique et axé sur la résolution de problèmes. Ses premières aptitudes pour les sciences ne reposaient pas sur la mémorisation de faits, mais sur une fascination innée pour la mécanique de la réalité. Une attirance pour les mathématiques et la physique qui lui semblait aussi naturelle que de respirer. Cette normalité est peut-être la partie la plus remarquable de son histoire. Il n'y avait aucune pression pour devenir un prodige. Aucun environnement hyperstimulant la poussant vers un destin prédéterminé. Elle était simplement une personne brillante et curieuse à qui l'on avait donné l'espace et les encouragements nécessaires pour trouver sa propre voie. Elle aimait les énigmes, était douée en mathématiques et aimait comprendre comment les choses étaient construites. L'influence de son père lui a inculqué la conviction que la physique n'était pas seulement une matière abstraite dans un manuel scolaire. C'était amusant, un jeu pratique consistant à comprendre les choses. Cette perspective, voir la joie dans le défi, deviendrait son bouclier et son moteur, lui permettant de naviguer dans un domaine où peu de femmes s'étaient aventurées auparavant, non pas avec le sentiment d'une croisade vertueuse, mais avec une passion simple et inébranlable pour le travail lui-même. Quand le moment est venu d'aller à l'université, elle a fait un choix qui allait déterminer le cours de toute sa vie. Beaucoup de personnes avec ces talents auraient poursuivi la physique pure, l'exploration théorique des lois fondamentales de l'univers. Mais Donna Strickland a choisi une voie différente. Elle s'est inscrite à l'université McMaster, non pas en physique, mais en génie physique. Cette décision était plus qu'un choix de spécialisation, c'était une déclaration de son identité scientifique. C'était une démarche consciente pour combler le fossé entre le monde abstrait des équations et le monde tangible de la construction de choses qui fonctionnent.
La physique pure demande pourquoi, tandis que l'ingénierie demande comment. Le génie physique ose poser les deux questions en même temps, exigeant un esprit capable de se confronter à une théorie profonde tout en possédant la compétence pratique pour concevoir, construire et tester un dispositif physique. Cet état d'esprit hybride a trouvé son sujet parfait à McMaster, les lasers. Au début des années 1980, les lasers étaient encore un domaine crépitant de l'énergie de la nouvelle découverte. Il n'était là pas encore la technologie omniprésente des lecteurs de code barre et des lecteurs Blu-ray. Pour une jeune étudiante, ils étaient des sources d'une lumière presque magique. Une ampoule ordinaire est un désordre chaotique, comme une foule de gens qui crient et courent dans toutes les directions. Les photons, les particules de lumière, s'envolent dans toutes les longueurs d'onde désynchronisées, une forme de bruit lumineux. Mais un laser était différent. Un laser était comme une armée de photons marchant tous au pas parfait. Ils avaient tous la même longueur d'onde, la même couleur, et ils se déplaçaient tous ensemble en une ligne parfaitement droite. Cette cohérence créait un faisceau de lumière si pur, si concentré et si puissant qu'il pouvait couper l'acier ou, un jour, opérer un œil humain. Pour quelqu'un qui aimait construire des choses et les voir fonctionner, c'était irrésistible. Le laboratoire est devenu son habitat naturel. C'était un endroit où les concepts théoriques d'un tableau noir pouvaient devenir réels, où un faisceau de lumière pouvait être dirigé avec des miroirs, focalisé avec des lentilles et manipulé pour révéler de nouveaux secrets sur la nature de la matière. Elle était attirée par le côté pratique et expérimental de l'optique. Tandis que certains se contentaient de théoriser, elle voulait tourner les boutons, aligner les miroirs et voir les résultats de ses propres yeux. L'environnement universitaire de McMaster offrait le terrain de jeu parfait pour cette exploration. Un lieu qui encourageait sa passion et lui permettait de se salir les mains avec les outils fondamentaux de son avenir. Elle n'étudiait pas seulement la physique, elle la pratiquait. Et ce faisant, elle découvrait le coin exact de l'univers scientifique où elle avait sa place. Alors que ses études de premier cycle touchaient à leur fin, il était clair que son voyage avec la lumière ne faisait que commencer. La prochaine étape logique était un doctorat, une plongée profonde dans un unique problème de recherche ciblé. Et pour quiconque s'intéressait sérieusement au laser et à l'optique dans les années 1980, il y avait un endroit qui se démarquait de tous les autres, un phare pour les esprits les plus brillants du domaine. Cet endroit n'était pas au Canada, c'était l'Institut d'optique de l'Université de Rochester aux États-Unis. Le qualifier de centre de recherche de premier plan sur les lasers serait un euphémisme. C'était la Mecque mondiale, un lieu où les pionniers du domaine travaillaient et enseignaient, repoussant les limites de ce que l'on pensait possible avec la lumière. La décision de postuler était à la fois ambitieuse et nécessaire. Faire le saut à Rochester était une étape importante. Cela signifiait quitter son pays d'origine et entrer dans un nouvel environnement de recherche américain, intensément compétitif. C'était un monde peuplé de certains des étudiants diplômés et des professeurs les plus brillants du monde entier, tous attirés par la réputation légendaire de l'Institut et ses installations de pointe. Pour une jeune étudiante canadienne, le sentiment devait être un puissant mélange d'exaltation et d'intimidation. Elle entrait sur l'une des plus grandes scènes de son domaine, un lieu où les attentes étaient extrêmement élevées et la recherche à la pointe absolue de la technologie. Ce déménagement représentait plus qu'un simple changement de géographie, c'était un engagement à s'attaquer aux problèmes les plus difficiles de l'optique. Elle n'était plus seulement une étudiante apprenant les lasers, elle était sur le point de devenir une chercheuse chargée de créer de nouvelles connaissances. L'atmosphère collaborative et très énergique de Rochester était le creuset parfait pour un esprit comme le sien, qui s'épanouissait dans le défi et l'application pratique. Elle arrivait avec une formation unique en ingénierie et en physique, prête à construire. Mais elle n'aurait pas pu connaître l'ampleur du défi qui l'attendait. À Rochester, Strickland n'allait pas seulement étudier les lasers,
Elle allait être jetée dans une équipe essayant de résoudre un problème que beaucoup considéraient comme un mur fondamental, une impossibilité physique. À l'université de Rochester, Donna Strickland est entrée dans un monde de titans scientifiques. Le laboratoire d'énergétique des lasers, ou LLE, n'était pas seulement un bâtiment, c'était un écosystème d'ambition intense et en son centre se trouvait son directeur de thèse, Gérard Mourou. Mourou était une force de la nature, un physicien français réputé pour ses idées brillantes et audacieuses et un charisme qui pouvait rallier des équipes pour s'attaquer à des problèmes que d'autres jugeaient impossibles. Il ne voyait pas seulement la prochaine étape de la science des lasers, il voyait l'escalier entier, imaginant des applications qui étaient à des décennies de distance. Il était le visionnaire, le grand architecte des concepts, un homme qui opérait aux frontières de ce qui était théoriquement possible. Son esprit se déplaçait à la vitesse de la lumière, esquissant des concepts révolutionnaires qui pourraient changer le monde. Donna Strickland, en revanche, était la maîtresse du pratique. Là où Mourou peignait à grands traits conceptuels, c'était elle qui savait comment mélanger les peintures et les appliquer sur la toile. Elle était méticuleuse, manuelle et ancrée dans la réalité physique du laboratoire. Elle comprenait le matériel, la nature capricieuse des miroirs, des cristaux et des alimentations électriques. Leur dynamique était un partenariat parfait et complémentaire. Mourou proposait le et si, et Strickland trouvait le comment. Il fixait la destination, une étoile apparemment inaccessible. Et elle construisait le navire, pièce par pièce, avec soin pour les y amener. Cette synergie était essentielle car le LLE était une cocotte minute. C'était un lieu de ressources immenses, mais aussi d'attentes immenses, où les doctorants travaillaient des heures exténuantes, dormant souvent au laboratoire, poussés par la poursuite incessante d'une percée. C'était un creuset conçu dans un seul but, forger l'avenir de la physique. Au cœur de leur travail se trouvait un problème qui avait mis un arrêt brutal à tout le domaine de la physique des lasers de haute puissance. Les scientifiques du monde entier étaient dans une course pour créer des impulsions laser ultra courtes toujours plus puissantes. Ce n'était pas seulement des faisceaux de lumière, c'étaient des marteaux d'énergie microscopiques capables d'interagir avec la matière de manière nouvelle et extraordinaire. Le potentiel était énorme, promettant tout, de nouvelles formes de chirurgie médicale à la compréhension de la nature fondamentale de l'univers. Mais ils avaient heurté un mur, une limite physique dure, qui semblait aussi infranchissable qu'une loi de la nature. Le problème était celui de l'autodestruction. Pour rendre une impulsion laser plus puissante, il faut l'envoyer à travers un matériau amplificateur, généralement un type spécial de cristal ou de verre. Ce matériau augmente l'énergie de l'impulsion, la rendant plus forte. Mais il y avait un hic. Les impulsions laser qu'ils essayèrent de créer devenaient si incroyablement intenses, si concentrées en puissance, qu'elles détruisaient physiquement les amplificateurs mêmes conçus pour les créer. La lumière faisait littéralement exploser l'équipement. Imaginez essayer de canaliser un raz-de-marée dans un simple tuyau d'arrosage. La force pure de l'eau déchiquetterait instantanément le tuyau en morceaux. C'est précisément ce qui se passait à une échelle microscopique. Le raz-de-marée était l'explosion concentrée de photons, et le tuyau d'arrosage était le cristal délicat de l'amplificateur. L'intensité de l'impulsion laser dépassait le seuil de dommage du matériau, et en un éclair, l'amplificateur se fissurait, fondait ou même se vaporisait. La quête de plus de puissance était une boucle autodestructrice. Plus ils essayèrent de concentrer d'énergie dans une impulsion, plus ils étaient certains de détruire leur expérience. Pendant des années, ce plafond de puissance a été le fantôme dans la machine. Pour les physiciens des lasers, c'était une source d'immense frustration. Les chercheurs pouvaient voir la terre promise des lasers pétawatts, des lasers avec une puissance de sortie 1000 fois supérieure à celle de l'ensemble du réseau électrique mondial, mais ils étaient coincés du mauvais côté d'une rivière infranchissable. La communauté avait effectivement atteint une impasse.
Les conférences étaient remplies d'articles qui effleurèrent les bords du problème, apportant de minuscules améliorations progressives, mais personne ne pouvait franchir la barrière fondamentale. C'était comme si des alpinistes pouvaient voir le sommet, mais se tenaient au pied d'une falaise infranchissable et parfaitement verticale. Le but était incroyablement proche mais infiniment lointain. C'était le problème impossible que Gérard Mourou a confié à sa nouvelle doctorante Donna Strickland. La solution n'est pas apparue en un seul éclair de génie, mais après d'innombrables heures de discussion, de gribouillage sur des tableaux blancs et de remise en question de chaque hypothèse. Les séances de brainstorming entre Mourou et Strickland étaient une danse d'idées. Mourou bondissait en avant avec un concept fou et Strickland examinait patiemment la physique, testant sa faisabilité. C'est au cours de ces séances que la graine d'une idée vraiment radicale a été plantée. C'était une idée si contre-intuitive, si apparemment à l'envers, qu'elle frisait l'absurde. Le concept de base était le suivant. Pour rendre l'impulsion laser considérablement plus puissante, il fallait d'abord la rendre considérablement plus faible. C'était une suggestion qui allait à l'encontre de toute la sagesse conventionnelle. L'idée, qui allait être connue sous le nom d'amplification à dérive de fréquence, ou CPA, était un coup de génie dans son élégante simplicité. Ils se sont demandé « Et si nous arrêtions d'essayer de forcer le raz-de-marée à travers le tuyau d'arrosage? Et si nous changions la nature de l'onde elle-même ?» Le plan comportait 3 étapes révolutionnaires. Premièrement, vous prenez votre impulsion laser ultra courte et intensément puissante, celle qui détruirait n'importe quel amplificateur. C'est le raz-de-marée. Ensuite, à l'aide d'une paire de réseaux de diffraction, vous étirez cette impulsion dans le temps. Vous prenez toutes les couleurs de la lumière dans l'impulsion et vous envoyez la lumière rouge qui se déplace plus lentement dans le vert sur un chemin plus long que la lumière bleue. Ce processus étale l'impulsion, la rendant des milliers de fois plus longue en durée. Le raz-de-marée était maintenant transformé. Ce n'était plus un mur d'eau imposant et destructeur. C'était plutôt une rivière longue, douce et large. Toute l'énergie d'origine était toujours là, mais elle était répartie sur une période beaucoup plus longue. Cela rendait l'intensité de crête de l'impulsion incroyablement faible, bien trop faible pour endommager quoi que ce soit. Cette impulsion longue, étirée et de faible puissance pouvait maintenant être envoyée en toute sécurité à travers le tuyau d'arrosage, l'amplificateur laser. À l'intérieur de l'amplificateur, la douce rivière de lumière pouvait être massivement énergisée, son énergie totale augmentée de millions voire de milliards de fois, sans aucun risque de causer des dommages. L'étape la plus dangereuse avait été rendue sûre, mais la vraie magie résidait dans l'étape finale. Une fois l'impulsion amplifiée en toute sécurité, ils inversaient le processus et ils envoyaient la longue et puissante impulsion à travers une deuxième paire de réseaux qui faisait exactement le contraire de la première. Cette deuxième paire forçait la lumière bleue à parcourir un chemin plus long, permettant à la lumière rouge plus lente de rattraper son retard. Toutes les couleurs et toute l'énergie arriveraient au même point, au même instant précis. La longue et douce rivière était recomprimée en un raz-de-marée. Mais ce n'était pas le même raz-de-marée qu'au départ. C'était maintenant un raz-de-marée transportant toute l'énergie amplifiée. L'énergie qui avait été étalée était maintenant resserrée dans sa durée originale, infinitésimalement courte, créant une impulsion d'une intensité presque inimaginable. C'était une solution de contournement d'une intelligence à couper le souffle pour un problème qui avait déconcerté les meilleurs physiciens du monde. Ils n'ont pas brisé le mur, ils l'ont simplement contourné. Comme le dirait plus tard Strickland, les gens travailleraient sur le problème depuis des années. Mais nous étions les premiers assez fous pour penser qu'on pouvait l'étirer autant. L'idée était brillante, élégante, et sur le papier, elle fonctionnait. Mais dans le monde de la physique expérimentale, une idée ne vaut rien tant qu'on ne peut pas la construire. Et construire cette machine serait la tâche monumentale de Donna Strickland.
La théorie était élégante, une belle solution en 3 étapes sur le papier, mais transformer la grande vision de Gérard Mourou en une machine fonctionnelle de métal, de verre et de lumière était une tâche d'une immense difficulté pratique et elle incombait entièrement à son étudiante en doctorat, Donna Strickland. Son laboratoire n'était pas un lieu de contemplation tranquille. C'était un atelier de travail physique et minutieux. C'était une pièce sombre et caverneuse où la seule lumière provenait des lasers même qu'elle essayait de dompter. L'air vibrait du bourdonnement constant des ventilateurs de refroidissement et des alimentations électriques, imprégnées de l'odeur âcre et métallique de l'ozone générée par les équipements à haute tension. La pièce maîtresse de ce monde était une table optique massive en acier, un îlot percé d'une grille de trous filetés sur laquelle tout son projet de doctorat serait construit, pièce par pièce, dans la douleur. Cela ressemblait moins à la conduite d'une expérience qu'à la construction d'une voiture de course sur mesure à partir de zéro, où chaque composant devait être usiné à la main et parfaitement placé. Les jours et les nuits de Strickland étaient consumés par le processus exténuant de l'alignement. Le système était une chaîne complexe de dizaines de miroirs, de lentilles et de réseaux, et le faisceau laser devait frapper le centre exact de chacun d'eux, à la largeur d'un cheveu humain près, sur un trajet de plusieurs mètres de long. Elle passait des heures à pousser un seul support de miroir avec une vis micrométrique, le souffle coupé, en regardant un minuscule point rouge sur un mur lointain. Un pas lourd dans le couloir, la vibration d'un camion qui passe, un minuscule changement de température dans la pièce, ou même une seule particule de poussière atterrissant sur un miroir pouvait désaligner tout le système, l'obligeant à recommencer le processus fastidieux depuis le début. Ce furent des mois de ce travail frustrant, délicat et souvent exaspérant. La machine qu'elle construisait se composait de 3 sections principales. La première était l'étireur. Pour étirer l'impulsion laser, elle a utilisé une fibre optique monomode, un brin de verre plus fin qu'un cheveu, mais d'une longueur incroyable d'1,4 km enroulé en une bobine compacte. Une impulsion laser courte et puissante entrait par une extrémité. Et en parcourant cette immense longueur de verre, les différentes couleurs qu'elle contenait se déplaçaient à des vitesses légèrement différentes. La lumière rouge, avec sa longueur d'onde plus longue, se déplaçait plus vite, tandis que la lumière bleue, avec sa longueur d'onde plus courte, prenait un léger retard. Au moment où l'impulsion sortait de l'autre extrémité de la fibre, sa durée était des milliers de fois plus longue et, par conséquent, sa puissance des milliers de fois plus faible. Le pic d'énergie initial et violent avait été transformé en une onde longue et douce. Cette impulsion étirée et affaiblie pouvait ensuite être injectée dans la deuxième section, l'amplificateur. Il s'agissait d'un cristal de verre dopé au néodyme, le composant même que les lasers précédents détruisaient. Mais maintenant, parce que l'énergie de l'impulsion était répartie sur une durée beaucoup plus longue, le cristal pouvait la supporter sans difficulté. Il absorbait la longue et douce impulsion et lui infusait d'énormes quantités d'énergie, augmentant sa puissance de millions de fois sans aucun risque de dommage. La partie finale, et la plus critique, était le compresseur. Il se composait d'une paire de réseaux de diffraction, 2 surfaces spécialement préparées et gravées de milliers de rainures parallèles par millimètre. Ces réseaux étaient disposés pour agir comme une sorte de piste de course optique, conçue pour inverser précisément le processus d'étirement qui s'était produit dans la fibre. Pour vraiment comprendre le génie de ce que Strickland construisait, il est préférable de s'éloigner de la lumière et de penser plutôt au son. Imaginez que vous deviez créer un crescendo musical si fort qu'il briserait physiquement n'importe quel haut-parleur dans le monde. L'amplification à dérive de fréquence est la solution astucieuse de l'ingénieur du son. D'abord, vous prenez cette explosion sonore instantanée et incroyablement forte et vous l'étirez dans le temps. Vous l'enregistrez de manière à ce que les notes de basse à basse fréquence soient jouées en premier.
suivi des notes de milieu de gamme et enfin des notes aiguës à haute fréquence. Au lieu d'un seul fracas assourdissant, vous avez maintenant un long et silencieux gazouillis ascendant, comme un chant d'oiseau qui monte l'échelle musicale. Il est maintenant gérable, contenant tout le son original mais réparti de manière inoffensive. Pour vraiment comprendre le génie de ce que Strickland était en train de construire, il est préférable de s'éloigner de la lumière et de penser plutôt au son. Imaginez que vous deviez créer un crescendo musical si fort qu'il briserait physiquement n'importe quel haut-parleur au monde. L'amplification par dérive de fréquence est l'astuce ingénieuse de l'ingénieur du son. D'abord, vous prenez cette explosion sonore instantanée et incroyablement forte et vous l'étirez dans le temps. Vous l'enregistrez de manière à ce que les notes de basse à basse fréquence soient jouées en premier, suivies des notes de milieu de gamme et enfin des notes aiguës à haute fréquence. Au lieu d'un seul fracas assourdissant, vous avez maintenant un long et silencieux gazouillis ascendant comme un chant d'oiseau qui monte l'échelle musicale. Il est maintenant gérable, contenant tout le son original, mais réparti de manière inoffensive. Avec le son étiré en ce long et silencieux gazouillis, vous pouvez maintenant le faire passer par un amplificateur standard du commerce. Vous pouvez tourner le bouton de volume au maximum, injectant d'énormes quantités d'énergie dans le signal. L'amplificateur le gère parfaitement, car à aucun moment la puissance n'est écrasante. L'étape finale est le tour de passe-passe. Vous faites passer ce long gazouillis massivement amplifié à travers un dispositif spécial qui introduit un délai précis. Il retient les premières notes de basse pendant une fraction de seconde, permettant aux notes plus tardives et plus aiguës de les rattraper. Le résultat est que toutes les ondes sonores, des basses les plus graves aux aigus les plus hauts, arrivent à l'oreille de l'auditeur au même instant, parfaitement recombinées. Le doux gazouillis est recompressé dans sa forme originale et instantanée. Mais maintenant, avec toute l'énergie ajoutée par l'amplificateur, il crée ce crescendo à briser les haut-parleurs. C'est précisément ce que l'appareil de Strickland était conçu pour faire avec la lumière. Les notes de musique étaient les couleurs du spectre lumineux. L'étirement initial dans la longue fibre optique séparait les couleurs, la lumière rouge précédant la lumière bleue, créant un gazouillis optique. L'amplificateur pompait ensuite en toute sécurité cette longue impulsion colorée pleine d'énergie. Enfin, la paire de réseaux de diffraction agissait comme le compresseur, créant un chemin où la lumière rouge plus rapide était forcée de parcourir une distance légèrement plus longue, permettant à la lumière bleue plus lente de la rattraper parfaitement. Toutes les couleurs étaient réalignées, s'écrasant ensemble au même moment précis pour créer une impulsion de lumière blanche brillante, monstrueusement puissante et infiniment brève. Après des mois de construction et d'alignement méticuleux, le jour est enfin venu de tester le système complet. L'attention dans le laboratoire était une présence physique. Chaque contretemps, chaque miroir mal aligné qui lui avait coûté une semaine entière de travail, chaque moment de doute menait à cet instant. Strickland et Mourou ont procédé aux dernières vérifications, leurs mouvements délibérés et silencieux. Ils se tenaient à l'écart de la table en acier, un réseau complexe d'optiques et de câbles qui représentait un énorme pari sur une idée radicale. D'une simple pression sur un interrupteur, le système s'est mis en marche. Une faible lueur émanait du cristal de l'amplificateur. Un minuscule laser pilote, presque invisible, traçait le chemin du faisceau à travers le labyrinthe de miroirs et de lentilles. Ils ont placé un détecteur à la sortie du compresseur pour mesurer l'impulsion finale. Les chiffres qui sont apparus sur l'oscilloscope connecté étaient stupéfiants. L'impulsion sortant du système n'était pas juste un peu plus puissante. Elle était de plusieurs ordres de grandeur, plus intense que tout ce qui y était entré. Bien au-delà de ce que n'importe quel système laser conventionnel pouvait produire. Et plus importante encore, lorsqu'ils ont vérifié le cristal de l'amplificateur, il était parfaitement intact, indemne. Cela avait fonctionné. Le sentiment n'était pas seulement du soulagement,
c'était une jubilation profonde qui changeait le monde. Strickland se souviendrait plus tard de la joie pure de le voir fonctionner. Un moment d'incrédulité suivi par la réalisation exaltante qu'ils n'avaient pas seulement amélioré une technologie existante, ils avaient fondamentalement brisé les règles qui avaient freiné tout le champ de la physique. L'aboutissement de ce projet de doctorat exténuant fut un article publié en 1985 intitulé « Compression d'impulsions optiques, amplifier les dérives de fréquences ». C'était un jalon dans l'histoire de la physique, un document qui a jeté les bases d'une révolution dans la science, la médecine et l'industrie. Et il ne faisait que 3 pages. Avec un doctorat en philosophie révolutionnaire et un article fondateur à son nom, le monde aurait dû s'offrir à Donna Strickland. Mais le chemin pour une femme physicienne à la fin des années 1980, même une qui venait de changer les règles du jeu, était loin d'être simple. Après une découverte qui réécrit les règles de la physique, le monde s'attend souvent à un tour de victoire, une ascension rapide vers les plus hauts échelons du monde universitaire. Mais la science fonctionne rarement comme un film hollywoodien. Pour Donna Strickland, le succès révolutionnaire de l'amplification par dérive de fréquences n'était pas un billet d'or pour une célébrité immédiate. C'était la fin de sa thèse de doctorat et le début de la longue route, souvent sinueuse, qui définit la vie d'un scientifique en exercice. Elle n'a pas décroché un poste de professeur de premier plan dans une université de recherche de haut niveau. Au lieu de cela, elle a commencé le chapitre suivant en tant qu'associée de recherche au Conseil national de recherche du Canada, continuant à s'immerger dans le travail pratique et concret qu'elle aimait, loin des feux intenses de la rampe académique. Son parcours fut celui d'une praticienne qualifiée suivant les problèmes les plus intéressants. Après son passage au Conseil national de recherche, elle a déménagé aux États-Unis, occupant un poste de physicienne dans la division laser du laboratoire national Lawrence Livermore en Californie. C'était l'un des épicentres mondiaux de la recherche sur les lasers de haute puissance, un lieu d'une échelle et de ressources immenses. De là, elle est passée au Centre de technologie avancée pour la photonique et les matériaux optoélectroniques de l'Université de Princeton. Chaque étape était une progression logique, un nouveau défi, un environnement différent pour appliquer son expertise. Ce n'était pas la carrière de quelqu'un qui n'avait pas su capitaliser sur une percée. C'était la carrière d'une physicienne dévouée, faisant du bon et solide travail, contribuant au domaine de manière significative mais vivant l'existence nomade de projet en projet familière à d'innombrables chercheurs postdoctoraux. Puis, en 1997, après des années passées à naviguer entre des laboratoires prestigieux, elle a fait un choix qui allait définir les 2 décennies suivantes de sa vie. Elle a accepté un poste à l'université de Waterloo. De retour dans sa province natale de l'Ontario, ce n'était pas un transfert vers l'équivalent canadien du MIT ou de Harvard, c'était un transfert vers une université publique solide et réputée, connue pour ses excellents programmes d'ingénierie et d'informatique, mais qui offrait un environnement différent. C'était une décision consciente de quitter la voie rapide des institutions de recherche d'élite à haute pression pour construire une carrière et une vie, selon ses propres termes. Waterloo deviendrait son foyer académique à long terme, l'endroit où elle s'installerait pour de bon. Fait crucial, elle n'a pas été embauchée comme directrice de département ou comme membre célèbre du corps professoral principal. Elle a été embauchée comme professeure adjointe, le poste de débutant menant à la permanence. Plus tard, elle serait promue professeure agrégée. Ce fait constitue l'ironie centrale, presque incroyable, de son histoire. Pendant plus de 20 ans, alors que la technologie qu'elle a co-inventée alimentait une industrie de plusieurs milliards de dollars et permettait des percées scientifiques en chimie, en médecine et en physique, Donna Strickland était restée professeure agrégée. Elle n'avait pas atteint le sommet de l'échelle académique. Pour le monde extérieur, son curriculum vitae ressemblait à celui d'une universitaire réussie.
mais pas extraordinaire. Ce décalage spectaculaire entre son modeste statut professionnel et l'impact mondial monumental de son travail de 3e cycle persisterait pendant des décennies. À Waterloo, elle a créé son propre groupe de laser ultra rapide, poursuivant ses recherches dans le domaine de l'optique non linéaire. C'est le domaine fascinant de ce qui se passe lorsque la lumière devient extrêmement intense. Normalement, la lumière traverse un matériau transparent comme le verre, tel un invité poli traversant une pièce, la laissant inchangée. Mais les impulsions intenses et compressées d'un laser CPA ne sont pas des invités polis. Elles sont une déferlante. Le champ électrique de la lumière est si puissant qu'il commence à malmener les atomes du matériau, les forçant à réagir de manière étrange et inhabituelle. Il peut faire changer la couleur d'un matériau ou même le faire agir comme sa propre lentille. Le laboratoire de Strickland a exploré ces interactions exotiques, repoussant les limites de l'interaction entre la lumière extrême et la matière. Mais son travail à Waterloo allait au-delà des articles de recherche. Elle a embrassé l'autre facette de la vie académique avec une passion qui avait peut-être été moins mise en avant dans les grands centres de recherche. Elle est devenue une enseignante dévouée et un mentor passionné pour ses étudiants diplômés. Elle parlait souvent de la profonde satisfaction de voir un étudiant saisir un concept difficile, de voir l'étincelle de compréhension dans leurs yeux. Pour elle, le succès ne se mesurait pas seulement au nombre de publications ou à la taille des subventions de recherche, il s'agissait de former la prochaine génération de scientifiques, de créer un environnement favorable où ils pourraient vivre leur propre moment de découverte. Elle a choisi une voie qui donnait la priorité à ce mentorat, à son enseignement et à sa famille, trouvant un profond sentiment d'accomplissement en dehors de la culture implacable du « publier ou périr » qui domine de nombreuses institutions de premier plan. Pendant que Strickland alignait méticuleusement des miroirs et guidait des étudiants dans son laboratoire de Waterloo, les échos de son article de 1985 se transformaient en un grondement mondial. L'amplification par dérive de fréquence n'était plus un prototype de laboratoire astucieux. Elle avait proliféré, reproduite par des laboratoires du monde entier, chacun s'appuyant sur le concept original et l'affinant. Bientôt, des entreprises commerciales ont commencé à fabriquer des systèmes laser CPA clé en main, rendant cette technologie autrefois exotique accessible à des milliers de chercheurs qui n'étaient pas eux-mêmes des spécialistes du laser. La lente combustion d'une révolution était bien en cours, se produisant dans les laboratoires et les cliniques du monde entier, largement invisible pour le public. Puis est venue la première application qui a rendu la technologie tangible pour des millions de personnes. L'incroyable précision et la puissance des lasers CPA, leur capacité à fournir une énergie énorme sans générer de chaleur destructrice, en ont fait l'outil parfait pour la chirurgie délicate. L'application la plus transformatrice a eu lieu dans un endroit où peu l'auraient attendu, le cabinet de l'ophtalmologiste. Le CPA est devenu la pierre angulaire de la chirurgie oculaire LASIK. Le laser est devenu un scalpel de lumière capable de vaporiser des quantités microscopiques de tissu cornéen avec une précision étonnante, remodelant la lentille de l'œil humain pour corriger la vision. Soudain, la physique abstraite de l'étirement et de la compression de la lumière améliorait la vie quotidienne de millions de personnes, leur permettant de voir le monde clairement sans lunettes ni lentilles de contact. Pendant des décennies, Donna Strickland a mené la vie d'une professeure dévouée mais largement méconnue, tandis que les échos de sa découverte de 3e cycle se transformaient en un grondement. Puis, un petit matin d'octobre 2018, un appel téléphonique de Suède allait tout changer. Le 2 octobre 2018, le monde était sombre et silencieux à Waterloo, en Ontario. À 5 heures du matin, un téléphone a sonné, déchirant le silence dans la maison de Donna Strickland.
C'est une heure où les appels sont rarement de bonnes nouvelles. Assoupie et désorientée, elle a répondu, son esprit passant en revue les possibilités habituelles d'avant l'aube, une urgence familiale, un mauvais numéro. Au lieu de cela, une voix calme, avec un accent suédois distinct l'a saluée. L'homme à l'autre bout du fil s'est présenté comme représentant l'Académie royale des sciences de Suède. La réaction immédiate et non filtrée de Strickland fut un pur scepticisme. Comme elle le dira plus tard au monde entier, j'ai d'abord cru que c'était une farce. Il semblait beaucoup plus probable que ses amis lui fassent une blague élaborée que de recevoir la plus haute distinction scientifique. La voix au bout du fil était patiente, persistante, expliquant qu'elle, ainsi que Gérard Mourou et Arthur Ashkin, avaient reçu le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur les lasers à haute intensité. Les mots flottaient dans l'air, trop importants pour être réels. Puis, une autre voix s'est jointe à l'appel, c'était Gérard Mourou. Tout ce qu'il a dit, c'est « on l'a fait ». À cet instant, les 33 années écoulées depuis la publication de leur article se sont effondrées. La farce s'est dissoute en une réalité stupéfiante. À couper le souffle, ce n'était pas une blague. C'était Stockholm. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon de chaos joyeux. Un tremblement de terre personnel qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Elle a réveillé son mari, Doug, qui était aussi stupéfait qu'elle. La nouvelle s'est propagée dans sa famille, chaque conversation étant une nouvelle vague d'incrédulité et d'euphorie. Presque immédiatement, son monde numérique a explosé. Sa boîte de réception a commencé à se remplir à une vitesse impossible, chaque message étant un ping. De félicitations d'un collègue, d'un ancien étudiant ou d'un parfait inconnu. Son téléphone, désormais un canal vers les médias du monde entier, a commencé à sonner sans cesse. Des journalistes de tous les grands organes de presse réclamaient un commentaire, une interview, un morceau de la femme qui venait d'entrer dans l'histoire scientifique. Au moment où le soleil était complètement levé, des camions de reportage s'assemblaient déjà devant l'université de Waterloo. La vie tranquille d'une professeure dévouée, une vie qu'elle avait soigneusement construite pendant plus de 2 décennies, avait disparu le temps de répondre à un seul appel téléphonique. Le monde connaissait maintenant son nom. Et c'était un nom qu'ils apprendraient et bientôt être attachés à une histoire encore plus remarquable que le prix lui-même. Alors que les médias mondiaux se sont emparés de son histoire, 2 faits ont été saisis et amplifiés jusqu'à ce qu'ils résonnent dans le monde entier. Le premier était que Donna Strickland n'était que la 3e femme de toute l'histoire du prix Nobel à le remporter en physique, après Marie Curie en 1903 et Maria Goeppert-Mayer en 1963. L'écart de 55 ans entre elle et sa prédécesseur était une statistique choquante qui en disait long sur l'exclusion historique des femmes des plus hautes sphères de la science. Le second fait était, à sa manière, encore plus surprenant pour le public. Au moment où elle a remporté le prix Nobel, Donna Strickland n'était pas professeure titulaire. Elle était professeure agrégée. Cette révélation a déclenché une conversation mondiale suscitant l'indignation, le débat et l'introspection dans le monde universitaire et au-delà. Comment l'inventrice d'une technologie qui a transformé la médecine et l'industrie, une lauréate du prix Nobel, n'avait-elle pas atteint le plus haut rang académique dans sa propre institution ? C'est devenu un symbole puissant et parlant des barrières invisibles et des biais systémiques auxquels tant de femmes scientifiques sont confrontées tout au long de leur carrière. L'histoire a été encore plus cristallisée par la désormais tristement célèbre controverse de Wikipédia. Dans les mois précédant l'annonce du Nobel, une ébauche de page Wikipédia à son sujet avait été soumise puis rejetée par un éditeur. La raison invoquée était qu'elle n'avait pas atteint le seuil de notoriété. Une inventrice d'une technologie qui a changé le monde, une chef de file dans son domaine depuis des décennies, a été jugée pas assez importante pour une simple entrée d'encyclopédie en ligne. L'ironie était d'une perfection dévastatrice. L'histoire est devenue virale, devenant une étude de cas sur la façon dont les systèmes de reconnaissance, formels et informels, échouent souvent à voir les contributions des femmes jusqu'à ce qu'elles soient validées par l'institution patriarcale par excellence. La réaction
réaction du public a été rapide et décisive. Face à cette attention internationale, l'université de Waterloo a agi rapidement, la promouvant immédiatement au rang de professeur titulaire. C'était une correction nécessaire, mais elle a aussi servi à souligner le problème même dont le monde discutait maintenant, que la reconnaissance pour certains ne vient pas comme une récompense constante pour une vie de travail, mais comme un événement soudain et réactif, longtemps après avoir été mérité. En décembre de cette année-là, Donna Strickland s'est rendue à Stockholm pour accepter son prix, entrant dans un monde de cérémonies et de traditions qui semblait à des années-lumière de son laboratoire de Waterloo. Entourée de la royauté et des esprits les plus célébrés du monde, elle est montée sur la grande scène de la salle de concert de Stockholm pour recevoir sa médaille Nobel des mains du roi de Suède. Tout au long du tourbillon de conférences de presse, de banquets formels et de discours, elle est restée authentiquement elle-même, humble, directe et souvent drôle. Elle ne s'est jamais présentée comme un génie distant ou une figure historique. Au lieu de cela, elle a constamment décrit son travail et sa passion dans les termes les plus terre-à-terre possibles. Elle s'est fameusement qualifiée d'accro du laser, un terme qui capturait parfaitement son identité de physicienne expérimentale et pratique qui aimait simplement le défi de faire fonctionner les choses. Elle n'a pas parlé de son propre génie, mais de la joie de la découverte et de la nature collaborative de la science. Cette humilité a rendu son message d'autant plus puissant. Sa victoire n'a pas été présentée comme une réussite solitaire, mais comme une réussite collective. C'était une victoire pour chaque expérimentateur qui passe d'innombrables heures à aligner des miroirs dans une pièce sombre. C'était une victoire pour chaque étudiant diplômé qui repousse les limites de la connaissance avec un budget restreint. Et plus profondément, c'était une victoire pour les femmes en STIM partout dans le monde. En étant simplement elle-même, elle est devenue le modèle qu'elle n'avait jamais eu. Elle a utilisé sa nouvelle renommée non pas pour parler de son propre héritage, mais pour défendre la cause des autres, déclarant de manière mémorable « Nous devons célébrer les femmes physiciennes parce que nous existons ». Elle a prouvé qu'une scientifique pouvait être à la fois de classe mondiale et terre-à-terre, une lauréate du prix Nobel et un mentor qui trouvait toujours sa plus grande joie dans le laboratoire. Le prix Nobel n'a pas seulement récompensé une réussite passée, il a donné à Donna Strickland une plateforme mondiale. Et elle l'a utilisée pour parler non seulement de physique, mais aussi de l'expérience humaine d'être un scientifique. Le prix Nobel n'a pas seulement apporté une médaille d'or et une reconnaissance mondiale, il a apporté une attente. Le monde venant de la découvrir a immédiatement essayé de placer Donna Strickland dans un rôle préécrit. La scientifique femme négligée, un symbole de la lutte systémique qui avait finalement percé. On s'attendait à ce qu'elle soit une critique virulente, une voix pour des décennies de frustration. Mais Strickland, de sa manière typiquement directe et honnête, a refusé le rôle. Dans les interviews et les discours, elle a constamment maintenu un récit qui était à la fois surprenant et pour certains dérangeant. Elle a déclaré clairement qu'elle ne s'était jamais sentie consciemment freinée parce qu'elle était une femme. Tout au long de son parcours, de Rochester à Livermore en passant par Waterloo, elle a estimé qu'elle avait été traitée d'abord comme une scientifique, une paire parmi ses pairs. Elle était jugée non pas sur son sexe, mais sur la qualité de son travail sur le banc d'optique. Cette perspective n'était pas un déni des barrières très réelles auxquelles d'autres femmes étaient confrontées, mais un récit fidèle de sa propre expérience vécue. Elle ne se voyait tout simplement pas comme une victime ou une guerrière luttant contre un système hostile. Elle se voyait comme une accro du laser, quelqu'un qui aimait le sport intellectuel de la physique, qui se salissait les mains dans le laboratoire et qui faisait partie d'une équipe. Pour elle, le laboratoire était une méritocratie où la seule chose qui comptait était de savoir si l'on pouvait faire au laser ce que l'on voulait qu'il fasse. Cette vérité profondément personnelle a créé une tension fascinante. Le monde voulait
qu'elle incarne un récit de lutte, mais sa propre histoire était celle d'une passion ciblée et d'un respect collégial. Elle n'était pas l'icône que les gens attendaient, alors elle a dû devenir l'icône qu'elle était vraiment, un témoignage de la puissance du simple fait de faire le travail. Cette perspective n'était pas un déni des barrières bien réelles auxquelles d'autres femmes étaient confrontées, mais un récit fidèle de sa propre expérience vécue. Elle ne se voyait tout simplement pas comme une victime ou une guerrière luttant contre un système hostile. Elle se voyait comme une passionnée de laser, quelqu'un qui aimait le sport intellectuel de la physique, qui se salissait les mains dans le laboratoire et qui faisait partie d'une équipe. Pour elle, le laboratoire était une méritocratie où la seule chose qui comptait était de savoir si l'on pouvait faire au laser ce que l'on voulait qu'il fasse. Cette vérité profondément personnelle a créé une tension fascinante. Le monde voulait qu'elle incarne un récit de lutte, mais sa propre histoire était celle d'une passion ciblée et d'un respect collégial. Elle n'était pas l'icône que les gens attendaient. Alors, elle a dû devenir l'icône qu'elle était vraiment. Un témoignage de la puissance du simple fait de faire le travail. Sa position est devenue celle d'un plaidoyer involontaire et donc plus puissant. Bien qu'elle n'ait pas parlé de ses propres batailles contre la discrimination, elle est devenue une oreille attentive. Le prix Nobel l'a transformée en un aimant pour les histoires des autres. Des femmes du monde entier l'ont contactée, partageant leurs propres expériences. Être miss sur la touche, voir leur travail rejeté, se battre pour une place à la table. Strickland a réalisé que si son chemin avait pu être relativement dégagé, d'innombrables autres ne l'étaient pas. Son histoire a trouvé un écho, non pas parce qu'elle était une histoire de souffrance, mais parce que son succès offrait une lueur d'espoir. Elle a embrassé ce nouveau rôle avec grâce, comprenant que sa visibilité était désormais un outil. Elle est devenue une avocate infatigable, encourageant les jeunes femmes à poursuivre des carrières scientifiques, non pas en se concentrant sur les aspects négatifs, mais en rayonnant de son propre enthousiasme contagieux pour la découverte. Dans ses premiers grands discours, en tant que lauréate du prix Nobel, elle a défini son propre récit. Ce n'était pas un discours de doléance, mais un discours d'encouragement. Elle a normalisé l'image de la femme scientifique, non pas en soulignant les obstacles, mais en existant simplement, en parlant avec autorité et joie de son travail. Son message était d'une simplicité trompeuse mais profond. Concentrez-vous sur votre passion. Elle a dit aux scientifiques en herbe de trouver ce qu'ils aiment et de le poursuivre avec toute leur énergie. Elle n'a pas offert de solutions complexes aux préjugés systémiques, mais plutôt un appel à l'action puissant et individualiste. Selon elle, l'acte de défi le plus puissant était l'excellence. Sa philosophie était claire, n'attendez pas que le monde vous fasse une place. Sortez, construisez votre expérience, résolvez votre énigme et faites en sorte qu'on ne puisse plus vous ignorer. Allez-y, tout simplement. Pour Donna Strickland, la récompense ultime n'a jamais été un prix ou la reconnaissance du public. Les décennies qu'elle a passées en tant que professeure relativement inconnue n'étaient pas une période d'attente, elles étaient le but même. Le vrai prix était le travail lui-même. Sa philosophie de la science était ancrée dans un sens du jeu et une profonde curiosité. Elle voyait la physique comme la boîte à énigmes ultime, une série de défis fascinants à résoudre non pas pour la gloire, mais pour la pure joie de comprendre. Le frisson résidait dans le processus. Ajuster un miroir, aligner un faisceau, se débattre avec une équation, puis, enfin, ce moment sublime de compréhension, lorsqu'un système complexe que vous avez construit de vos propres mains se met soudain à fonctionner. Cette joie de l'énigme était le carburant qui l'a animé pendant de longues nuits au laboratoire et des années de recherche méticuleuse et progressive. Cette passion était particulièrement évidente dans son dévouement à l'enseignement à l'université de Waterloo.
Bien avant que le monde ne connaisse son nom, ses étudiants, eux, le connaissaient. Elle n'était pas Yutar une figure distante et inaccessible, mais un mentor actif qui s'épanouissait en voyant l'étincelle de la compréhension s'allumer dans un jeune esprit. La porte de son bureau était ouverte et ses conseils étaient pratiques et concrets. Elle enseignait plus que l'optique non linéaire. Elle enseignait une façon de penser, une façon d'aborder les problèmes avec ténacité et un sens de l'émerveillement. L'obscurité relative de sa vie avant le Nobel a été, à bien des égards, une bénédiction. Cela lui a permis de consacrer son énergie à son groupe de recherche et à ses étudiants, cultivant une petite communauté dévouée de la nouvelle génération de passionnés de laser. Ce ne fut pas la tragédie d'être négligé, mais une vie riche des récompenses discrètes et profondément ressenties du mentorat et de la recherche scientifique. Son approche a humanisé toute l'entreprise scientifique. Elle a dépouillé le mythe du génie solitaire recevant des éclairs d'inspiration venus d'en haut. À la place, elle a présenté une image plus réaliste et accessible. La science comme un artisanat créatif, collaboratif et parfois frustrant. Il s'agissait de construire des choses, de voir si elles fonctionnaient et d'apprendre d'elles lorsqu'elles échouaient inévitablement. C'était une carrière animée par un moteur interne de curiosité, non par une quête externe de validation. Le prix Nobel, dans ce contexte, n'était pas l'aboutissement de l'ambition de sa vie, mais un produit dérivé surprenant et merveilleux d'une vie passée à faire ce qu'elle aimait. C'était la confirmation mondiale d'une vérité intime qu'elle avait toujours connue, que le plaisir de l'énigme était une récompense en soi. Cette philosophie pragmatique s'étendait à sa vie au-delà de l'université. La science était sa passion, mais elle ne consumait pas toute son identité. Elle était aussi une épouse et une mère, naviguant dans l'équilibre complexe et souvent chaotique d'une famille de 2 scientifiques. Son mari, Douglas Dicard, est également physicien, une réalité qui a apporté à la fois une compréhension unique et des défis logistiques. Ils partageaient un langage commun de recherche et de découverte, un code pour les pressions des dates limites, de subventions et des expériences ratées. Ce bagage commun a fourni un système de soutien puissant, un partenariat fondé sur un respect mutuel pour la nature exigeante de leurs carrières respectives. Cela signifiait aussi jongler avec 2 emplois du temps académiques intenses tout en élevant une famille. Élever ses 2 enfants, une fille et un fils, a ajouté une autre couche de complexité et de sens à sa vie. Le défi de concilier une carrière de recherche exigeante avec les responsabilités parentales est une histoire universelle et celle de Strickland n'était pas différente. Cela exigeait une planification minutieuse, des sacrifices et l'acceptation que l'équilibre parfait est un mythe. Il y avait des réunions parents-professeurs, des entraînements de hockey où conduire les enfants et des dîners de famille à préparer tout en repoussant les frontières de la science des lasers ultra rapides. Cet aspect de sa vie déconstruit davantage le stéréotype du scientifique isolé du monde quotidien. Il montre que les découvertes révolutionnaires ne se font pas dans le vide. Elles sont faites par de vraies personnes avec des familles, des prêts immobiliers et des enfants qui ont besoin d'aide pour leurs devoirs, renforçant le côté profondément humain du génie. Son histoire est une rébellion tranquille contre l'idée même qu'un scientifique doit être une caricature singulière et obsessionnelle pour changer le monde. Elle démontre qu'une vie peut être remplie à la fois de quêtes intellectuelles qui transforment le monde et des joies ordinaires et essentielles de la famille. Sa philosophie ne consistait pas à compartimenter la vie, mais à intégrer ses différentes facettes. La patience requise pour aligner un laser n'est pas si différente de la patience requise pour élever un enfant. La créativité nécessaire pour résoudre un problème de physique complexe est la même créativité qui enrichit une famille. L'héritage de Donna Strickland ne réside donc pas seulement dans l'incroyable puissance des impulsions laser qu'elle a aidé à libérer, mais aussi dans l'exemple puissant d'une vie vécue avec intégrité, curiosité et un profond sens du plaisir. Alors que l'histoire personnelle de Donna Strickland est celle d'une persévérance discrète et d'un triomphe soudain,
L'héritage de son invention continue de grandir, illuminant notre monde de manière qu'elle et Mourou auraient à peine pu imaginer dans ce sombre laboratoire de Rochester. La véritable mesure d'une percée scientifique n'est pas l'éclair initial de la découverte, mais les ondes qu'elle propage dans le monde. Pour l'amplification par dérive de fréquences, ces ondes sont devenues un raz-de-marée remodelant des industries entières. L'impact le plus immédiat et personnel est survenu dans le domaine de la médecine, plus précisément en ophtalmologie. Des millions de personnes qui voyaient autrefois le monde à travers le flou de la myopie se réveillent maintenant avec une vision parfaite. Grâce à la chirurgie oculaire, LASIK, le succès de la procédure repose sur la nature unique du laser CPA. Un laser conventionnel de haute puissance est un instrument contondant, un chalumeau métaphorique. Il coupe en brûlant, créant une large zone de dommages thermiques collatéraux au tissu sain environnant. C'était inacceptable pour quelque chose d'aussi délicat que l'œil humain. Le laser CPA, cependant, est tout le contraire. C'est un scalpel incroyablement précis et incroyablement rapide. Son impulsion ultra courte délivre son énergie si rapidement qu'elle vaporise une quantité microscopique de tissu avant même que la chaleur ait le temps de se faire sentir ou de se propager. Ce processus, connu sous le nom de photodisruption, est en fait une découpe à froid. Il enlève de la matière avec une précision moléculaire, laissant les cellules adjacentes complètement intactes. Cette capacité à effectuer une chirurgie sans dommages thermiques a révolutionné non seulement les soins oculaires, mais aussi d'innombrables autres domaines. Ce principe de précision sans destruction a ouvert de nouvelles frontières dans l'industrie et la technologie. L'écran même du smartphone que vous regardez en ce moment a probablement été découpé et façonné à l'aide de lasers basés sur la technologie CPA. L'usinage de matériaux fragiles comme le verre ou la céramique avec des outils traditionnels est incroyablement difficile, entraînant souvent des microfractures et des défauts. Un laser CPA cependant peut graver, percer et couper ces matériaux avec une précision sans faille, créant les surfaces durables et parfaitement finies que nous tenons maintenant pour acquises. Il est utilisé pour percer les trous microscopiques des injecteurs de carburant pour des moteurs plus efficaces et pour graver des données sur des dispositifs de stockage avancés, empaquetant plus d'informations dans des espaces plus petits. La même lumière qui corrige la vision humaine sculpte également les composants de notre monde numérique. Cette technologie est devenue un pilier fondamental, souvent invisible, de l'ingénierie moderne, permettant un niveau de précision qui relevait autrefois de la science-fiction. De la création de la prochaine génération de stents médicaux à l'avancement des techniques d'imagerie haute résolution, la CPA est devenue une clé maîtresse, ouvrant des portes dont personne ne soupçonnait même l'existence. Alors que ces applications commerciales changèrent à la vie quotidienne, la technologie de base de la CPA était également mise à l'échelle pour explorer les questions les plus extrêmes de l'existence. Partout dans le monde, des installations laser colossales, certaines de la taille de stades de football, ont été construites avec la CPA comme cœur battant. Ces machines sont les sources de lumière les plus puissantes jamais créées par l'humanité, conçues pour concentrer des quantités d'énergie inimaginables sur un seul point pendant un instant infinitésimal. Ce faisant, les physiciens peuvent recréer brièvement les conditions trouvées dans les endroits les plus violents et énergétiques de l'univers. Ils peuvent générer des températures et des pressions qui n'existent qu'au cœur d'une étoile, ou simuler l'état de la matière quelques instants après le Big Bang. Ces expériences ne sont pas que du spectacle. Elles visent à tester les limites absolues de notre compréhension de la physique, en poussant les théories à leur point de rupture pour voir si elles tiennent sous des conditions que notre planète ne pourrait jamais produire naturellement. Ces méga-lasers sont également sur le point de transformer d'autres domaines de la grande science.
Pendant des décennies, la physique des particules s'est appuyée sur d'énormes tunnels circulaires de plusieurs kilomètres de long pour accélérer les particules à une vitesse proche de celle de la lumière. Les lasers CPA offrent une alternative radicale. Leurs champs électriques, incroyablement intenses, peuvent accélérer des particules sur quelques centimètres seulement à des énergies qui nécessiteraient autrement un accélérateur traditionnel massif. Cela ouvre la porte à un avenir d'accélérateurs de particules de table, rendant cette recherche fondamentale plus accessible, moins chère et disponible pour un plus grand nombre de scientifiques. Les applications s'étendent encore plus loin dans la quête d'une énergie propre par la fusion nucléaire et dans les domaines les plus profonds de la physique théorique. Les scientifiques utilisent maintenant les lasers CPA pour tenter quelque chose qui semble impossible, déchirer le tissu du vide lui-même, créant des paires de particules de matière et d'antimatière à partir de rien d'autre que de la lumière pure et concentrée. D'un projet de thèse d'étudiante, un outil avait émergé qui pouvait désormais remettre en question la nature même de la réalité. L'héritage de Donna Strickland est donc double, existant à la fois comme une technologie tangible et une histoire humaine puissante. La technologie elle-même, la CPA, est maintenant un outil fondamental. Comme le microscope ou le télescope, c'est une découverte fondatrice qui continuera d'alimenter de nouvelles recherches et de nouvelles inventions pendant des décennies, voire des siècles. C'est une partie permanente de la boîte à outils scientifique, une plateforme sur laquelle les générations futures construiront. Alors qu'elle poursuit son travail à l'université de Waterloo et parcourt le monde en tant qu'ambassadrice réticente mais gracieuse de la science, son héritage personnel se cristallise également. Son parcours a changé de manière irrévocable la conversation sur la reconnaissance, les préjugés et la définition même d'une carrière scientifique réussie. Elle se dresse comme un symbole discret mais inébranlable de la persévérance et de la pure joie de la découverte. Son histoire est un témoignage de l'idée que la vraie récompense se trouve dans le travail lui-même. Le prix Nobel était un résultat, pas un objectif. C'est la preuve vivante qu'un travail révolutionnaire qui change le monde n'est pas confiné à quelques institutions d'élite ou à ceux qui crient le plus fort pour promouvoir leur propre génie. Il peut se produire dans n'importe quel laboratoire dévoué, animé par la curiosité, la collaboration et l'amour de l'énigme. L'humilité de Strickland et sa concentration inébranlable sur la science, plutôt que sur le drame, sont devenues une source d'inspiration à part entière. Elle rappelle à une nouvelle génération de scientifiques que la chose la plus importante est de suivre sa passion avec intégrité et joie, car la satisfaction de résoudre un problème que l'on aime est un prix qu'aucun comité ne peut décerner. Son refus d'être défini par autre chose que son travail est peut-être sa déclaration la plus profonde. L'arc incroyable de son histoire est un microcosme du progrès scientifique lui-même, d'une étudiante diplômée dans un laboratoire sombre s'attaquant à un problème jugé impossible à une lauréate du prix Nobel dont l'invention est maintenant utilisée des millions de fois chaque jour. La lumière qu'elle a appris à étirer et à compresser est la même lumière qui effectue la coupe précise d'un chirurgien, qui construit notre technologie et qui sonde les origines mêmes de notre cosmos. C'est un voyage de l'impulsion infiniment petite aux questions infiniment grande de l'univers. L'histoire de Donna Strickland ne concerne finalement pas seulement la physique de la lumière, mais aussi le pouvoir durable et lumineux de l'esprit humain de recherche. Elle sert de rappel vital que le génie n'est pas toujours bruyant, autopromotionnel ou centré sur les projecteurs. Parfois, le génie est une poursuite silencieuse, persistante et joyeuse d'une énigme dans une pièce sombre. C'est la lueur constante et concentrée du travail lui-même. Une quête qui peut littéralement changer la façon dont nous voyons tous le monde. Son parcours nous laisse avec une question provocatrice et essentielle. Combien d'autres Donna Strickland sont là, en ce moment même, travaillant avec diligence dans des laboratoires, sur des idées qui semblent obscures ou impossibles aujourd'hui,
mais qui définiront notre lendemain. Son histoire est un appel à l'action. Chercher le génie non seulement dans l'éclat aveuglant de la célébrité, mais dans la lumière inébranlable du travail dévoué.